Bonjour à tous et merci de nous rejoindre donc, pour ce webinaire dédié à l'appel à projet soutien aux projets d'investissement pour produire en France les véhicules routiers de demain et leurs composants. Donc on a 3 relèves qui sont prévues, dont la première qui interviendra le 18 novembre. Et donc avec la PFA et l'ensemble des pôles de compétitivité automobile et mobilité, les ARIA et clusters du pays, on vous propose de participer à ce webinaire avec la DGE et BPI qui vont vous expliquer plus précisément les attendus et les objectifs de cet appel à projet. Donc quelques rappels de règles de participation pour le webinaire. S'il vous plaît, ne posez vos questions que par l'outil de chat et on les synthétisera en fin d'intervention. Coupez votre caméra pendant la durée des interventions, sauf pour les gens qui parlent, évidemment. Et puis, coupez votre micro également pour éviter les bruits parasites. Et donc, j'ai enregistré le webinar et il sera disponible en replay sur les sites de tous les organisateurs. Donc, je vais vous dire quelques mots sur les pôles et les ARIA avant de laisser la parole donc, à la DGE avec Adrien Rivier et Quentin Molière qui vous présenteront l'appel et ils seront aidés pour cela par Franck Bernard et Al Youfal de BPI. Et nous aurons donc une séance de questions-réponses à l'issue de ces présentations. Donc pour rappel, les pôles et ARIA, c'est plus de 2000 membres sur l'ensemble du territoire. Donc des structures qui sont vraiment le relais de la PFA en région pour animer la filière automobile et mobilité et accompagner notamment les projets d'innovation, d'expérimentation et d'industrialisation. Évidemment, on est très impliqué dans l'accompagnement des projets d'innovation ou d'industrialisation, donc n'hésitez pas à solliciter vos contacts en région dans chacune de ces structures. Vous avez affaire à chaque fois à des équipes pluridisciplinaires et expérimentées qui ont l'habitude d'accompagner ce type de projet. Ce qui peut vous permettre de renforcer vraiment votre dossier en vous appuyant sur le réseau d'experts qui sont mobilisés dans les pôles, puisque dans chacun des pôles, on a une centaine d'experts techniques qui participent aux différents comités. Et puis, les résultats qu'on voit sur les projets labellisés, c'est qu'on a un taux de succès qui, selon les appels, peut être jusqu'à 2 fois supérieur aux projets non labellisés. Donc c'est toujours dommage de se priver de ce type d'accompagnement qui est compris dans les adhésions aux pôles et aux différentes structures. Il ne faut pas hésiter à solliciter non plus les pôles pour donner de la visibilité à votre projet, euh, quelle que soit sa phase. Ça peut être à la fois pour rechercher des partenaires en amont du montage du projet ou une fois qu'il est terminé et que vous avez des résultats que vous souhaitez valoriser pour les valoriser auprès des différents acteurs de la filière. Voilà très rapidement pour l'introduction. Quentin et Adrien, je vous laisse présenter et rentrer dans le vif du sujet. Merci Geoffroy. Est-ce que tu diffuses les slides de ton côté ou est-ce qu'on s'en charge? J'avais pas prévu, mais si vous voulez, je peux le faire. Mais c'est peut-être plus simple si vous avez la main dessus, non? Oui, alors dans ce cas, je vais Mais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran et oui, la donc présentation? c'est en train d'arriver. C'est pas en diaporama, mais on voit ton écran. Euh, euh, je vais arrêter mon partage, je vais laisser Adrien diffuser le diaporama parce que j'ai un petit problème sur mon ordinateur. Et ça va arriver.
Voilà, normalement, vous voyez tous l'écran. Oui, c'est bon, parfait. Très bien. Je crois que j'ai un bruit parasite. Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. C'est bon, c'est Parfait. coupé. Eh bien, donc, merci Geoffroy pour cette introduction et bonjour à tous. Merci pour votre présence en nombre pour ce webinaire de présentation de ce nouvel AAP Invest Auto 2.0 dans sa version courte. Je suis Quentin Molière, chef de projet sous-traitant automobile à la DGE, accompagné donc d'Adrien Rivier, chargé de mission, notamment donc sur les sujets d'accompagnement de la filière sous-traitante automobile. Cet AP, il s'inscrit dans le cadre du plan France 2030. C'est la slide suivante. Encore. Voilà, donc France 2030, qui est un plan de soutien transverse piloté par le secrétariat général pour l'investissement, rattaché au Premier ministre, et qui vise à transformer les secteurs clés de l'économie, notamment par le soutien à la recherche, à l'innovation et à l'investissement. Ce plan France 2030, il comporte plusieurs parties prenantes dans le déploiement des différents programmes associés, notamment les ministères économiques, environnementaux, ainsi que les opérateurs. Dans le cas de cette AP, c'est Bpifrance qui opérera ce dispositif, afin à la fois donc de fixer les orientations des appels à projets et bien sûr le contenu du cahier des charges, mais également dans la mise en œuvre des processus de décision et de sélection des projets, avec des procédures qui sont à la fois voilà, ouvertes, collégiales et assez exigeantes, comme nous le verrons par la suite. Sur la slide suivante, on rappelle rapidement la doctrine d'investissement du plan France 2030, avec deux principes fondamentaux. Le premier, c'est que les projets doivent démontrer un impact transformant à la fois pour l'entreprise, pour la filière et pour la société, avec une double exigence, à la fois un objectif de croissance économique, donc de création d'activités et de valeur d'emploi sur le territoire, mais également une ambition pour la transition écologique, bien sûr, de la filière et du territoire. Donc ce sont vraiment les 2 objectifs principaux qui seront bien sûr scrutés dans chacun de vos projets. Il y a également un autre principe important qui est celui de la prise de risque, heu, qui est de l'innovation, qui fonde aussi en partie l'incitativité de l'aide qui pourra être octroyée aux différents projets, puisqu'il est attendu une forme de dépassement quand même de l'état de l'art, tout en s'inscrivant quand même dans des dynamiques de marché qui soient cohérentes et crédibles à terme. Sur les objectifs de cet appel à projet, tout d'abord un petit rappel sur la stratégie d'accélération véhicules connectés zéro émission de France 2030 dans lequel s'inscrit cet appel à projet avec voilà, aux côtés d'autres dispositifs qui existent et que vous connaissez sûrement. Un premier dispositif qui s'appelle le CORAM, plus sur l'innovation, voilà, de rupture un peu en amont de l'industrialisation. L'AP Invest qu'on va détailler aujourd'hui qui couvre lui plus les développements voilà, qui précèdent et qui inclut également l'industrialisation des différents produits visés. Un autre dispositif qui était déployé pour accompagner les territoires qui étaient affectés par les mutations de la filière euh, et la fin progressive des motorisations thermiques. Donc c'est le dispositif rebond industriel qui arrive un peu à sa fin. Et en quatrième point, le dispositif Extrême Défi, qui était pour le coup opéré par l'ADEME et qui a permis de soutenir un certain nombre de projets dans la chaîne de valeur des véhicules intermédiaires, des projets voilà, innovants, structurants pour la filière. Et on a également mis en place d'autres dispositifs dans le cadre des stratégies d'accélération connexe, notamment celle de la batterie et de l'hydrogène, qui a permis de financer des projets d'importance, d'envergure, pour permettre la transition de la filière automobile. Donc ces dispositifs-là répondent quand même à des objectifs de soutien communs,
qui ont été voilà, des grandes orientations qui ont été fixées il y a quelques années, pour, dans un premier temps, produire en France à l'horizon 2030 au moins 2 millions de véhicules électrifiés par an, mais également maîtriser la conception et l'industrialisation des composants clés majeurs du véhicule de demain, qui soient donc, zéro émission et les véhicules connectés également. Accélérer les investissements de modernisation et de diversification des sous-traitants automobiles, dans le but de maintenir un tissu, industriel amont qui soit, compétitif, décarboné et créateur d'emplois. Et enfin, encourager les entreprises de la filière à décarboner leur processus de fabrication pour, réduire leur consommation énergétique, améliorer leur empreinte environnementale en allant au-delà des normes, en vigueur, notamment par des processus de voilà, innovants de production circulaire, par exemple. Donc sur la slide suivante, on fait un peu une synthèse, hein, des, différentes, exigences de cet, appel à projet, qui vise, tout d'abord donc à soutenir des projets d'investissement productif, qui soient portés par des acteurs de toute taille, PME, ETI, grandes entreprises, les acteurs, de la filière automobile bien sûr, mais les acteurs émergents sont, également, les bienvenus et peuvent candidater à cet AAP. Donc, comme en 2023, cet AAP, couvre quand même des thématiques assez larges, mais il reste quand même assez exigeant dans le type de projet qui, sont attendus, puisqu'ils devront mettre en évidence leur caractère innovant, compétitif et transformant pour l'entreprise ainsi que pour la filière, soit en proposant des solutions technologiques, nouvelles pour optimiser les performances du véhicule, zéro émission et ses composants. Donc là, on parle plutôt, voilà de projets, d'industrialisation qui, comportent quand même des innovations produits importantes, pour permettre, voilà, de sécuriser certaines parties de la chaîne de valeur et d'aller au-delà en fait des capacités, en tout cas des caractéristiques des véhicules ou de leurs composants, actuels. Ces projets-là devront aussi démontrer l'atteinte d'une meilleure efficacité, industrielle et la réduction de coûts de production associés, puisque c'est voilà, la filière automobile, et notamment les sous-traitants évoluent dans un contexte concurrentiel assez important et bien sûr que, les projets d'investissement qui démontreront, voilà, que, ils contribuent à l'amélioration de la compétitivité, de l'entreprise et qui permettront par cela à l'entreprise de gagner des nouveaux marchés auprès de différents d'autres clients, par exemple, seront bien sûr, étudiés avec attention et c'est en tout cas l'objectif, qu'on souhaite, aussi fixer, à cet appel, à projet. Heu, il y a également un objectif, notamment pour les sous-traitants qui seraient très exposés à la transition vers les véhicules électriques, de réduction de la dépendance au marché automobile et de diversification qu'on souhaite également porter dans cette AAP, hein, comme en 2023, d'ailleurs, puisqu'on pense qu'il y a quand même des passerelles à saisir, entre, les industries de la filière automobile et d'autres industries connexes, que ce soit dans l'aéronautique, la défense, la santé, voire, voilà, tout type d'industrie et que, voilà, ces types d'investissements-là doivent être aussi, encouragés, s'ils permettent de maintenir la pérennité, des entreprises et des emplois associés. Donc ce sont des diversifications qui doivent être transformantes, impactantes pour, l'entreprise, et également cohérentes avec, les savoir-faire actuels et dans, et aussi les objectifs, économiques de l'entreprise. Donc tout cela sera bien sûr vérifié lors de, l'instruction des projets. Et enfin, donc ces projets, on attend également des projets qui soient bien sûr axés sur la protection de l'environnement et la décarbonation des procédés industriels, et des sites de production, avec la réalisation d'investissements, particulièrement ambitieux, risqués et innovants qui vont au-delà des normes en vigueur. Donc, typiquement, c'est vrai qu'en 2023, on a pu accepter des projets de voilà, d'installation, de panneaux photovoltaïques ou de rénovation thermique. Là, en 2025, on sera peut-être beaucoup un peu plus exigeant quand même sur les types de projets attendus qui doivent être vraiment transformants à l'échelle, du site ou du procédé de production. Et qui doivent, voilà, dépasser un certain état de l'art aussi pour pouvoir être, éligibles et financés dans le cadre de cette AP. Et en dernier point, je pense que enfin, peut-être vous l'avez relevé à la lecture du cahier des charges, une modification majeure par rapport à l'année 2023, ce sont que les projets,
portés par des ETI ou des grandes entreprises et qui ne relèveraient que d'une simple augmentation capacitaire, ne seront pas soutenus dans le cadre de cette AAP, puisque voilà, c'est pas une présentation, en tout cas, c'est pas une thématique, qu'on souhaite, appuyer et d'ailleurs, on n'a pas forcément d'outils, juridiques pour, soutenir ce type d'investissement. Donc voilà, il y aura des conditions supplémentaires, hein, pour les ETI et les grandes entreprises à réaliser pour qu'elles puissent être, en tout cas pour que ces dépenses-là puissent être, prises en compte dans, l'AP Invest 2.0. Et peut-être en dernier point, c'est la slide suivante, un petit, retour, sur, l'AP Invest 2023, qui avait quand même été, très bien mobilisé, hein, par la filière, automobile, puisqu'il a permis de répondre à, à des besoins d'investissement, assez importants avec, un soutien accordé à plus de 117 projets, d'ampleur, heu, qui a totalisé environ 315 millions d'euros d'aides octroyées, heu, dont 40 pour les ETI et les PME de la filière, avec également un effet de levier assez important, selon le type et la taille d'entreprise, bien sûr. Et lorsqu'on se concentre sur les thématiques de ces projets-là, notamment en analysant les projets qui avaient été déposés sur, aujourd'hui ce qui s'appelle le volet 1, donc sur la production de composants du véhicule, on remarque effectivement que les 2 tiers, hein, des projets portaient sur la production de composants liés aux véhicules électriques, que ce soit des composants spécifiques à la batterie ou au moteur, mais également des composants, voilà, qui seraient plus liés à la connectique, l'acoustique, la gestion thermique, et cetera. En tout cas, toutes les transformations que nécessite, le passage, d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Voilà à peu près pour, cette, présentation, un peu générale, hein, des objectifs de cette AAP. Et je pense que on peut laisser la main à BPI France, sur les sujets peut-être plus pratiques, qui relèvent du cahier des charges et du dossier de candidature. Bien. Merci Quentin. Hop, on va vous partager notre écran. Euh, peut-être ça là, je te laisse te présenter. Donc je fais le partage d'écran. Oui, bonjour à tous, et je suis Salahdine, responsable sectoriel automobile en charge du financement de l'innovation et des investissements industriels et depuis peu également PCN, donc point de contact national sur les sujets liés à la mobilité automatisée et connectée, ainsi que certains sujets liés à l'automobile. Donc, dans le cadre de l'appel à projet Investissement Automobile 2, donc l'idée en fait est partie en fait du constat que en fait l'aide d'État est encadrée en fait de la même manière au sein de l'Union européenne, donc à travers les régimes d'aide. Et donc cet appel à projet donc a été tissé, on va dire, sur un certain nombre de volets thématisés et avec des possibilités de mobilisation de régimes d'aide qui nous permettent d'adresser les différents volets d'une manière plus ou moins différente et adaptée en fonction du contexte. Donc, ce qu'on peut dire en fait sur le premier volet, et donc comme l'a précisé Quentin, la différence donc par rapport aux années précédentes, c'est sur le fait on cherche des projets euh, donc sur ce premier volet, donc ils vont adresser les principaux composants et équipements du véhicule de demain. Donc on va chercher des projets qui visent la création de nouveaux sites. Donc quand on est sur des PME, donc c'est toutes zones confondues parce qu'on a la possibilité à la fois d'utiliser le régime PME et le régime AFR. Donc quand celles-ci sont situés sur des zones AFR. Par contre, pour les ETI grands groupes, donc on va avoir uniquement la possibilité de mobilisation du régime AFR qui va lui nécessiter la création d'un nouveau site et donc par défaut, on ne pourra pas prendre en charge tout ce qui est extension des capacités pour les ETI et grands groupes.
Donc, un peu la philosophie de ce premier volet, donc, qui va adresser les différents technos principalement liés aux véhicules électrifiés, donc les différents composants qu'on connaît. Il y a également la possibilité d'adresser les autres composants agnostiques du véhicule à condition de démontrer l'impact dimensionnant pour la filière automobile. Donc ensuite vient le deuxième volet. Donc c'est une reprise de l'édition précédente. Donc tout ce qui est soutien à la production de systèmes de recharge et d'avitaillement pour les véhicules électriques à batterie et à hydrogène. Et donc là, le seul point de vigilance, en fait, c'est la conformité par rapport à la norme donc associée au smart charging, donc, et les différentes réglementations donc, qui cadrent ces sujets. Donc, on est principalement sur de la production, sur de l'investissement. Ensuite vient le volet numéro 3, et donc là, on serait sur la diversification des sous-traitants automobiles vers d'autres filières industrielles. Donc, les conditions, il faut avoir 40% de chiffre d'affaires dans la filière automobile, donc en moyenne sur les 2 dernières années. Le secteur visé donc, doit être un nouveau secteur ou un secteur donc, qui n'est pas dominant. Donc, il doit être inférieur à 30% de chiffre d'affaires total sur les 2 dernières années. Et là, on peut adresser toute diversification en dehors de la filière automobile. Ensuite, donc, on a le volet 4, donc, qui concerne la partie amélioration de la performance environnementale des sites de production. Et donc là, on va voir comme contrainte également d'avoir 40% de son activité, 40% d'activité dans la filière automobile sur le site concerné par ces projets. On recherche des projets ambitieux de décarbonation, donc notamment tout ce qui concerne l'investissement en faveur de la protection de l'environnement, l'investissement en faveur de l'amélioration de la performance énergétique des procédés de production, mais également des sites. Tout ce qui est lié donc à l'économie circulaire, à une meilleure gestion en fait des ressources et d'utilisation des ressources est également pris en charge dans le cadre de ce volet. Donc, ce qui n'est pas pris en compte dans le cadre de ce volet, c'est tout ce qui est relatif donc à, à l'efficacité énergétique des bâtiments, donc tout ce qui est production d'énergie renouvelable sur site. On ne cherche pas également les projets, on va dire, euh, apportant un gain minimal ou insuffisant, on va dire, sur soit en fait insuffisamment innovant, soit il va avoir un impact transformant limitatif. Et ce type de projet donc n'est pas concerné par ce volet 4. Le point le plus important, c'est la démarche en fait de scénario contrefactuel. Donc en fait, c'est une notion où si vous souhaitez déposer dans le cadre de ce volet, vous devez la prendre en compte. C'est-à-dire, c'est un mécanisme qui va encadrer le financement de ce volet. C'est-à-dire, imaginons une situation où vous souhaitez remplacer, par exemple, des fours thermiques par des fours électriques. Et donc, vous avez soit la situation de renouveler en fait les fours thermiques, donc à la fin de leur fin de vie, ou de les remplacer par de nouveaux fours électriques. Et donc là, il y a un scénario contrefactuel, une position actuelle vis-à-vis une situation souhaitée. Et il y a tout un mécanisme de calcul des dépenses et de différence entre les deux scénarios. Et c'est un point il sera très étudié, on va dire, dans la phase d'instruction approfondie. Et on vous encourage à bien identifier ces scénarios contrefactuels. On a essayé d'intégrer un certain nombre de points concernant ce sujet dans le cahier des charges. Il y a également plusieurs éléments de documentation chez nos collègues côté ADEME sur ce sujet.
Et durant la phase d'instruction approfondie, on va mettre en place un accompagnement et on va être très vigilant sur ce point qui va cadrer les calculs des aides sur ce volet. Et finalement, donc, on a le volet 5 qui concerne les projets d'assemblage de véhicules zéro émission, donc la partie conception et développement des plateformes, pièces et outils nécessaires à leur production. Et là, il y a deux points importants. Donc, le premier point, c'est que tous les véhicules intermédiaires jusqu'au L7 donc, seront orientés vers l'appel à projet Extrême Défi piloté par nos collègues de l'ADEME. Et les projets en fait, de développement et d'industrialisation, la deuxième consigne, en fait, c'est les projets de développement et d'industrialisation de véhicules et de composants portés par les grands groupes automobiles seront soutenus uniquement s'ils présentent une ambition exceptionnelle et un impact dimensionnant pour la filière, avec des retombées locales directes et pour les territoires et le tissu industriel français. Donc avec ça, on clôture les 5 thématiques. Donc on peut passer au slide suivant. Donc en ce qui concerne les projets, l'appel à projet ouvert à toutes les entreprises de toute taille, la possibilité de mobiliser plusieurs régimes, la possibilité d'impliquer plusieurs types d'acteurs, donc y compris donc des entreprises de toute taille, des laboratoires, etc. On peut attendre des projets monopartenaires à partir de 1 million d'euros, des projets collaboratifs à partir de 2 millions. Oui, et la date de prise en compte des dépenses, donc c'est important de faire attention à la date de démarrage de vos projets parce qu'on ne prend en compte les dépenses qu'à partir du jour +1 après la date de clôture des dépôts. Donc ensuite, rappel, donc on va mobiliser l'ensemble des régimes d'aide évoqués dans le cahier des charges, RDI, AFR, PME, le régime environnement. Et on serait sur 50% de taux de subvention, donc pour les entreprises. Pour les établissements de recherche, donc on serait à 100% de subvention donc sur des aides pour les établissements non économiques, pour les activités non économiques. Donc, en ce qui concerne les critères de sélection, donc là, c'est les mêmes critères que d'habitude. Donc, on a tout ce qui concerne donc, la composition du consortium. Donc, si vous êtes dans le cas d'un consortium, s'assurer des synergies, que vous avez bien embarqué dans l'aventure les différents acteurs composant la chaîne de valeur, que si vous présentez un projet donc, innovant, donc on insiste souvent sur le caractère innovant, démontrer le caractère innovant, caractériser le produit, de quoi on parle, de préférence des éléments chiffrés. Également, si on est dans le cadre de l'innovation, donc présenter les différents éléments de comparatifs vis-à-vis de l'état de l'art et tout ce qui peut être vérotechnologique, parce que ça nous aide pour vraiment statuer si le projet est éligible à l'aide RDI ou pas. Donc ensuite, on va voir tous les éléments classiques, donc le modèle d'affaires, l'impact socio-économique, l'impact environnemental, et donc les projets, on l'a évoqué dans le cahier des charges, les projets ne doivent pas présenter d'impact significativement négatif pour l'environnement. Et le point de vigilance important donc, qu'on doit souligner, c'est la partie plan de financement. Donc, que les entreprises qui déposent les dossiers soient en mesure de porter le restant des dépenses, parce que l'aide d'État, c'est un complément de financement, donc il n'a pas vocation à remplacer le financement privé. Donc, il faut s'assurer d'avoir la capacité financière à porter le complément des dépenses, nous le démontrer dans le cadre de vos candidatures. C'est un point très important. Et puis finalement, donc les points liés donc, à la stratégie industrielle de l'entreprise, la labellisation par un pôle de compétitivité, la contribution à la transition écologique et énergétique. Donc Franck, je te laisse la main sur la partie process.
Ouais, merci. D'abord un point sur le calendrier. Donc, effectivement, l'appel à projet a été lancé, tout début septembre. La prochaine, première relève aura lieu le 18 novembre. Il y aura ensuite une seconde relève le 5 mai et enfin une dernière relève, qui aura lieu le 20 octobre 2026. Encore une fois, ces dates sont importantes parce que c'est elles qui vont déterminer la date de prise en compte de vos dépenses. Donc typiquement, si vous, déposez un projet pour la seconde relève, par exemple, la date de prise en compte des dépenses, ce sera le 6 mai. Hop. Un point sur le processus de sélection, qui est le processus de sélection France 2030 classique. On vous demande d'abord, le dépôt d'un premier dossier de candidature, qu'on appelle allégé. Sur la base de ce premier dépôt, il y a une présélection qui est faite, d'abord, sur la base du dossier, papier, par BPI-France. Et ensuite, si vous êtes retenu, avec cette première étape, dans le cadre d'une audition, où vous ferez face à un jury composé, normalement de 3 experts indépendants, des experts BPI France et de représentants ministériels pour les projets supérieurs à 10 millions d'euros. Évidemment, pour les experts indépendants, on vous consulte avant pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Si jamais votre projet est retenu à l'issue de la phase d'audition, on vous transmettra un second dossier de candidature à remplir qui est un peu plus complet avec notamment une annexe technique en bonne et due forme. Vous avez alors en général 3 semaines pour compléter ce dossier et à réception du dossier par BPI-France, il y a l'instruction, détaillée qui commence. À l'issue de l'instruction, BPI-France présentera ses conclusions au comité interministériel compétent qui fera ensuite une proposition de financement, ou non, auprès du, secrétariat général pour l'investissement. Si le projet est ensuite retenu lors de cette dernière phase, on passe, au conventionnement avec les services de suivi de BPI-France et puis, ensuite, le projet démarre et puis il y a un suivi des indicateurs qui est mis en place et puis on vous demandera de faire un petit peu de reporting. Au niveau du dossier de candidature sur le premier dépôt, donc vous avez la liste qui est sur le côté au niveau des documents demandés. Donc il est à déposer exclusivement sur notre plateforme de dépôt qui s'appelle, Pixel. Le modèle du dossier de candidature, il est à télécharger sur le site de bpifrance.fr. Vous avez une rubrique, nos appels à projets et vous avez une page dédiée à cet appel à projet-là. Un petit point d'attention parce que c'est quelque chose qui est, relativement nouveau encore. Il y a de nombreuses informations qui sont à renseigner directement sur la plateforme. Du coup, pensez à bien vous y prendre en avance quand vous souhaitez candidater et n'attendez pas forcément le dernier jour à 11h55 pour le faire, parce que ça risque de poser problème. Si vous avez des questions, vous avez plusieurs points de contact. Côté BPI France, vous avez une adresse mail, générique qui est aap-france2030@bpifrance.fr. On essaye de vous y répondre le plus rapidement possible, même si c'est parfois compliqué parce qu'on a énormément de demandes. Et puis côté direction générale des entreprises, Quentin? Oui, alors côté des jeux, donc peut-être 2 contacts au niveau, national, donc avec Adrien Rivier et moi-même. Mais on vous encourage fortement en fait à prendre, attache avec, les, chargés de mission automobile au sein des SER, donc Services économiques de l'État en région, que vous connaissez sûrement et qui, voilà, connaissent parfaitement cet appel à projet et pourront, plutôt vous appuyer sur des questions, bah, liées au cahier des charges ou à la formulation du dossier de dépôt. Et voilà, on arrive au bout, merci beaucoup. Merci pour cette présentation et donc on passe maintenant, à la session de questions-réponses. Donc il y en a quelques-unes dans le chat que je vais vous poser. Donc une question sur, la manière de matérialiser le changement de code NAF, si le projet relève d'une nouvelle activité et une nouvelle implantation d'activité sur un site existant pour une grande entreprise. Oui, alors, je pense que c'est des questions qu'on reçoit régulièrement. Donc, ça fait référence donc à la mobilisation du régime AFR, hein, qui, pour les grandes entreprises, et les ETI, en fait, a une exigence de en tout cas de création d'une nouvelle activité, pour que ces projets-là soient éligibles. Donc, en fait, par nouvelle activité, on entend quoi? Soit par la création d'un nouvel établissement, qui soit, autonome et non dépendant des ressources techniques communes avec l'établissement, existant, ou soit la diversification de l'activité d'un établissement existant.
Et donc, comment on la mesure concrètement? Donc il y a bah, c'est pas une notion qui est simple parce qu'elle n'est pas, on va dire, univoque, mais en tout cas, il faut que la nouvelle activité ne soit pas identique ou similaire à celle exercée précédemment au sein de l'établissement, et on le mesure en ce que la nouvelle activité ne doit pas relever d'un code NAS identique à celui qui est actuellement exercé au sein de l'entreprise. Donc il faut regarder votre production actuelle, la catégoriser sous un code NAS voilà, qui correspond au sein, enfin, le NAS, donc c'est une nomenclature au niveau européen. Et ensuite, vous comparez avec le NAS de la nouvelle production, du nouveau produit que vous allez développer au sein de votre usine. Et il faut que les deux produits appartiennent à des codes NAS différents. Donc voilà à peu près une méthode, on va dire, pour évaluer ou auto-évaluer si votre investissement relève d'une diversification d'activités. Mais voilà, en cas de doute, n'hésitez pas, comme je vous dis, à vous rapprocher de nos chargés de mission automobile Andretz, puisqu'on a voilà, une doctrine et qui nous permet de vérifier si cet investissement-là est éligible ou non au régime AFR. Donc en cas de doute, n'hésitez surtout pas. Merci. Ensuite, une question concernant le volet 1. Si les projets retenus concernent exclusivement la création de... Est-ce que les projets retenus concernent exclusivement la création de nouveaux sites industriels pour les PME ou un projet visant la mise en place de nouvelles lignes de production sur un site existant peut-il également être considéré comme éligible? Oui, il me semble que dans le volet 1, en tout cas pour les PME, c'est possible, hein, de créer une nouvelle ligne de production au sein d'un établissement, puisque c'est la mobilisation du régime PME qui, voilà, sous le contrôle de BPIFrance, nous permet de soutenir ce type d'investissement. Même si Oui, c'est uniquement de l'augmentation de capacité? Ou est-ce qu'il faut que ce soit sur un produit différent? pour les PME, les deux possibilités sont possibles. Donc l'extension de capacité de production, mais également la création d'un nouveau établissement, puisque dans le cadre du régime AFR, les contraintes dont on parle sont des contraintes liées aux grands groupes, donc au sens européen. Donc quand on dépasse les 250 salariés ou les 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, on les catégorisait comme GE et donc ces règles-là s'appliquent. Pour les PME, donc il n'y a pas ces conditions et les deux possibilités sont tout à fait possibles. Merci, très clair. Une question concernant les modalités de retour vers l'État pour l'avance remboursable. Est-ce qu'il est prévu un dispositif d'abandon de créances en cas de bonne performance économique, environnementale et d'innovation, comme c'était le cas en 2023? Oui, alors effectivement, ce dispositif d'avance remboursable récupérable n'a pas été reconduit cette année 2025. Donc l'aide sera constituée donc d'une part donc de subventions et d'avances remboursables qui devra de toute manière être remboursée à l'État à l'issue du projet selon les modalités qui sont détaillées dans le cahier des charges. Ensuite, une question sur une entreprise française filiale à 100% d'un groupe européen, notamment allemand. Est-ce qu'elle est éligible avec les mêmes niveaux de financement de la part de BPI? Oui, pour répondre, oui, effectivement, ce qui va être important pour nous, ça va être le lieu. Il faut que le projet soit présenté par une structure immatriculée en France. Après, on sera effectivement attentif à l'actionnariat de la structure et aussi un actionnariat si c'est étranger, si c'est une filiale étrangère, on sera notamment très attentif aux retombées économiques du projet. On sera s'assurer au maximum qu'ils ont bien lieu en France. Et puis, on fera aussi attention à la propriété intellectuelle du projet, s'assurer que reste au maximum en France. Enfin, je sais pas si tu veux compléter. Oui, oui, enfin, donc, enfin, c'est peut-être aussi une question
qui sera posée prochainement, mais en tout cas, j'en profite pour dire que, par exemple, si c'est une entreprise même de taille type PME, mais qui est possédée par un groupe notamment étranger, cette entreprise-là sera comptabilisée comme une grande entreprise au sens européen, voilà, pour les règles d'aide d'État. Très clair, merci. Une question ensuite sur le calcul du taux d'aide sur le volet 4. Donc le volet 4, hein, c'est l'amélioration de la performance environnementale des procédés et sites de production. Le taux d'aide, est-ce qu'il s'applique sur l'ensemble de l'investissement ou uniquement sur le surcoût environnemental entre le scénario contrefactuel et le scénario présenté dans le cadre de l'appel? Oui. Euh, alors en fait, dans le cadre de ce volet, donc l'idée est de mobiliser le régime environnemental. Donc le régime environnement, protection de l'environnement est un régime découpé en plusieurs sous-régimes, en quelque sorte. Chacun il va adresser une thématique bien précise et très spécifique, avec des règles de calcul qui peuvent être très différentes. Néanmoins, donc, ils font appel à cette notion de scénario contrefactuel. Et le scénario contrefactuel, c'est le scénario euh, réel ou imaginaire que l'entreprise aurait pu faire si il ne présente pas le projet en question. C'est-à-dire, c'est le scénario alternatif possible et c'est à partir de ce scénario-là qu'on rentre dans un exercice de calcul des assiettes éligibles pour le projet. Donc l'exemple du four que j'ai donné tout à l'heure illustre bien cet aspect-là. Donc, si une entreprise se trouve dans une situation où il doit soit conserver ses fours, soit racheter en fait des nouveaux fours, donc il faut qu'on se place dans un scénario de base de remplacement des fours thermiques par des fours thermiques versus la possibilité d'aller vers un scénario d'achat de nouveaux fours électriques. Et donc là, si on démontre en fait le gain environnemental en allant sur ce type de solution, on peut prendre le delta. Il faut d'abord chiffrer financièrement la première solution et chiffrer financièrement la deuxième solution. Et le delta entre les deux, c'est ça qui serait la base de calcul de ce scénario-là. Mais c'est un exercice qui est complexe, qui va être mené également avec de l'expertise qu'on va avoir interne avec l'équipe juridique, donc qui va travailler avec nous sur ce sujet. Et c'est important. Ce qui est important pour vous, en fait, c'est de déterminer quel est le scénario alternatif par rapport au scénario que vous nous présentez dans le cadre de votre projet. Déjà, ça serait la première base et que vous chiffrez en fait les deux cas, que vous nous présentez en fait les différents éléments. Et ensuite, à partir de cette base, donc dans le cadre des instructions approfondies, c'est là qu'on va rentrer dans les détails des choses. Mais pour comprendre globalement, c'est un peu ça la démarche globale. Et il faut savoir que dans les sous-régimes, donc il y a aussi différentes manières de calculer en fonction du sous-régime qu'on utilise, qu'on mobilise en fait pour le financement. Et merci Salah. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir accès à ces modes de calcul Alors, il y a le premier point, je pense, ça serait utile de lire le régime environnement. Donc, il y a cette partie-là. Après, je ne sais pas s'il y a des éléments publics partageables. Il faut que je regarde. Ok, merci. Ensuite, une question toujours sur le volet 4, donc performance environnementale des sites de production. Donc le financement n'intervient que sur l'investissement, mais sans opération de R&D. Est-ce qu'il faut que la R&D ait été faite dans un projet antérieur?
Ouais, alors peut-être en première approche, on précise d'emblée dans cet appel à projet que des coûts de développement peuvent être pris en compte dans cet AP à condition de ne pas constituer la majorité de l'assiette. Donc dans ce cadre-là, enfin voilà, je pense qu'ils ne sont pas exclus. Ensuite, le régime environnemental nous donne aussi l'opportunité de bénéficier d'aides, enfin en tout cas pour les entreprises, de bénéficier des aides aux études et aux services de conseil liées notamment à ce projet. Donc je pense que par cette voie-là, il serait possible également de prendre une partie des dépenses amont qui concourent à la réalisation du projet. Mais voilà, je pense que ça doit être vu à l'instruction. On voit le projet un peu comme un tout, donc il faut que si on accepte de financer une partie de ces dépenses-là, il faut que, bien sûr, toutes les dépenses d'investissement productif soient également présentées dans le cadre de ce projet-là. Ok, merci. Et j'en profite du coup, parce qu'il me semble que sur le volet 3, c'est un peu pareil pour la diversification. Dans le cahier des charges, on ne parle que d'investissement. Donc j'en conclus qu'on doit pouvoir prendre aussi un peu de R&D, possiblement. Oui, oui, hein, ça c'est des choses communes, à l'ensemble des volets, hein. Donc c'est un peu Ok, la philosophie générale de cet AP, mais comme je l'ai dit, ça doit être apprécié au cas par cas et cet AP vise, à soutenir des projets qui sont majoritairement, orientés vers l'investissement productif et en fait, en fin de projet, il faut que, voilà, à la fin du projet, qu'il y ait, cet investissement productif, qui soit, concrètement, déployé, sur le territoire. ok, très bien. Une remarque sur l'adresse mail là, qui était indiquée pour AAP France 2030. Il y avait peut-être une coquille, effectivement, mais sinon, je pense que sur le site internet, l'adresse doit être la bonne. Ouais, ouais. Après, majuscule, minuscule, c'est pareil. Ok, ça marche. Oui, une question sur le budget alloué à cet appel à projet. Est-ce qu'il est sécurisé? Je pense que la question est liée aussi au contexte politique actuel, ou est-ce qu'il peut être sujet à une coupe budgétaire? Bon ça, pour le moment, on peut pas tirer de plan sur la comète. Je pense qu'il faut se référer aux annonces, hein, qui ont eu lieu en juillet et qui mentionnaient un budget de 100 millions d'euros sur cet appel à projet. Donc ouais, c'est à peu près l'ordre de grandeur à avoir en tête et je ne saurais pas vous dire à l'instant T si ce budget sera amené à être diminué ces prochains mois ou ces prochaines semaines. Donc 100 millions d'euros, c'est le budget pour 7 relèves ou pour les 3 relèves prévues? Non, oui, c'est le budget pour cet AAP au global. Ensuite, il n'y a pas de budget prédéfini par relève. Donc, on D'accord. sélectionnera les projets les plus pertinents, les plus importants et structurants pour la filière et on n'a pas de quota de budget par relève, hein. Ok. Donc ça veut dire éventuellement un risque que sur la dernière relève, il reste moins de budget? Possiblement, mais après, enfin, nous, on conseille de toute façon de déposer des projets dès qu'il est prêt. Mais en tout cas, bon, on veillera quand même à s'assurer qu'il y ait quand même, enfin, que les 3 relèves seront honorées, hein, bien sûr. Donc, enfin, ne vous faites pas de soucis. Si votre projet n'est pas prêt pour le 18 novembre, il n'y a aucun souci, vous pouvez le déposer en 2026. Euh, mais, euh, mais si vous avez l'opportunité de le déposer dès maintenant, je pense que c'est stratégiquement plus opportun. Ok, merci. Une question sur donc un projet avec objectif de développer un nouveau dispositif de charge. La R&D est-elle aussi financée ou y a-t-il seulement financement de l'investissement? Moi, je crois qu'on a un peu répondu hein, à cette question-là. Donc, surtout de l'investissement, il peut y avoir un peu de R&D, mais la finalité de l'appel, c'est bien d'avoir de l'investissement et de la production en fin de projet. Est-ce que cette aide peut être obtenue si des aides BPI ont été obtenues récemment dans le cadre d'un autre appel à projet? Oui, tout à fait, que ce soit dans le cadre d'un appel à projet ou d'une aide guichet auprès de votre chargé d'affaires innovation. La règle, c'est qu'on ne peut financer qu'une seule fois une même dépense. Donc voilà, qu'à partir du moment où vous venez avec un projet différent, avec des dépenses différentes, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Par contre, évidemment, on regardera votre capacité financière
à pouvoir, votre capacité financière à pouvoir mener de front les 2 ou 3 autres projets que vous seriez déjà financés. Ensuite, une question au niveau du timing entre levée de fonds et puis dépôt à l'appel à projet. Est-ce qu'il faut que la levée de fonds soit forcément réalisée au moment du dépôt ou est-ce que il peut y avoir un léger décalage? Ouais, alors il n'y a plus de conditions de fonds propres en tant que telles sur cet appel à projet, sur les appels à projets de France 2030. Ce qu'on va regarder, ça va être votre plan de financement prévisionnel. Donc voilà, et on va vouloir s'assurer que vous êtes bien en capacité financière de pouvoir réaliser le projet sur toute sa durée. Si jamais on constatait des choses, un peu trop, conditionnées, comme par exemple, l'obtention d'une levée de fonds, il est possible qu'au moment de l'instruction, on mette des conditions, par exemple d'augmentation des capitaux, que ça soit, soit au premier versement, soit lors, d'une étape clé du projet, ensuite. Merci. On revient là sur une question sur le code NAF. Donc on est bien d'accord qu'il n'est pas forcément nécessaire que l'entreprise change de code NAF. Il faut juste que l'activité présentée relève d'un code NAF différent. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a pas besoin formellement de changer un code NAS, avant de déposer le projet. Mais, concrètement, il faudra que, les nouvelles productions donc relèvent d'un autre code NAS que celui qui est actuellement en vigueur, au sein de l'établissement. En tout cas, ou celui qui représente qui est le plus représentatif de l'activité actuelle de l'établissement. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et donc on ne s'arrête pas à des changements, juridiques, mais on va concrètement regarder si, le nouvel investissement, voilà, est vraiment une diversification d'activités par rapport à l'activité existante. Très clair, merci. Sur le volet 1, je comprends que les projets de modernisation ne sont éligibles que pour les PME. Est-ce bien le cas? On a beaucoup d'ETI et grandes entreprises en Pays de Loire. Du coup, si les projets de modernisation des grandes entreprises et ETI ne sont pas retenus, ce sera très pénalisant. Dans les faits, effectivement, ce volet 1, n'est, en tout cas l'aspect modernisation, n'est possible, n'est mobilisable que pour les PME, puisque comme on vous l'a dit, ce sont des régimes d'aide d'État qui sont plus stricts en 2025 qu'en 2023. Mais après, je pense qu'on vous encourage à regarder les autres volets, notamment le volet 4 environnemental, qui peut être utilisé aussi, pour réaliser ce type d'investissement, mais devant justifier également une amélioration, importante de l'empreinte environnementale, des procédés de production, par exemple. Donc il faut regarder si votre investissement, de modernisation est également, d'un point de vue environnemental, mieux disant, qu'une solution standard, et dans ce cadre-là, on pourrait, mobiliser ce régime, environnemental dans le cadre du volet 4. Et sinon, si vous vous trouvez en zone AFR, vous pouvez également, financer, donc ce ne sera pas de la modernisation des activités existantes, mais la diversification d'activités ou la création d'une nouvelle activité, heu, dans le cadre dans le cadre de votre activité existante. Donc voilà, effectivement, ça on le savait, je pense depuis de nombreux mois qu'on n'avait pas forcément les régimes d'aide, adaptés à tous les projets, mais on a quand même des possibilités, de déposer des projets dans d'autres volets, avec des justifications supplémentaires. Donc on vous invite, voilà, à lire l'ensemble des volets de cet, appel à projet. Merci. Une question sur un projet spécifique, la fabrication en France d'une batterie sodium-ion à destination d'un BEV, dans le volet 1, est-ce que c'est éligible? Il me semble que oui. Oui, oui. Hem Alors, une question sur l'objectif de l'appel. Donc, les différents volets sont très liés à la production. Quel volet serait pertinent pour une PME qui développe des nouvelles technologies mais qui ne produit pas et qui vend des licences de fabrication à différents sous-traitants automobiles? Alors, pour moi, je pense qu'on est plutôt dans le cadre du CORAM sur ce type de projet. Oui, oui, effectivement, là, on est un peu loin quand même des objectifs, d'industrialisation, donc je pense que ce projet-là pourrait être, réorienté vers le CORAM, sous une forme ou sous une autre, peut-être sous une forme aussi collaborative. Il y a peut-être
des associations aussi à faire avec entre l'entreprise qui développe le produit et celle qui le produit concrètement. Donc à ce stade, effectivement, tel qu'il est présenté, je pense pas que ce projet-là serait éligible à cette AP. Merci. Une question sur la durée maximale des projets. Oui, effectivement, le cahier des charges ne précise pas de durée attendue. En général, on va plutôt attendre des projets qui vont faire 48 mois maximum, je pense. Ouais. Merci. Une question, est-ce qu'on peut se contenter de faire valoir une montée de TRL de 5 à 8 à l'horizon 2030 et industrialisation au-delà de cette date? Ou est-ce qu'il faut industrialiser d'ici à 2030? Ouais, alors peut-être en première approche, effectivement, je pense que l'industrialisation au-delà de 2030 me paraît, un peu difficile à soutenir dans le cadre de cette AAP. Donc je pense qu'on cherche vraiment des projets avec une industrialisation plutôt à moyen terme. Voilà, comme l'a dit Franck, je pense que notre limite, c'est 48 mois. Je pense pas qu'on ira au-delà dans la prise en compte à la fois des dépenses et comme on souhaite, voilà, ça irait un peu à l'encontre de l'esprit de cette AP qui souhaite soutenir quand même des dépenses d'industrialisation avec des retombées économiques à court et moyen terme sur le territoire. Merci. On a Et une ce projet question. pourrait être Oui. éligible au Coram, voilà, s'il répond aux attendus du Coram. Ce qui amène du coup à la question, avons-nous des nouvelles du Coram? Malheureusement non, pas pour le moment et on espère qu'il sortira, très bientôt comme il a été annoncé aussi en juillet. Mais pour le moment, voilà, la situation, politique ne nous permet pas de valider formellement, la sortie de cette AAP, mais en tout cas, il est prêt. Très bien. Merci. On arrive à la fin des questions. Moi, j'en avais quelques-unes que je m'étais notées. Une question sur les projets duo, donc civil défense. Est-ce qu'ils seraient éligibles dans le cadre de cet appel? Je vois pas de blocage a priori sur ce type de projet. Ensuite, il sera instruit, voilà, par l'opérateur, mais s'il répond aux attendus, du cahier des charges, on n'exclut pas en tout cas ces projets-là et comme on l'a précisé, on soutient également des projets de diversification vers d'autres secteurs, d'activité hors automobile, dont, effectivement la défense qui peut être aussi un relais de croissance et d'investissement pour, les sous-traitants auto. D'accord, merci. Et une dernière question, est-ce qu'il y a un budget maximum par projet déposé? Non. Non. Ok. Donc, Très il y avait bien, mais Nicolas oui. Treuk, pardon, qui levait la main depuis tout à l'heure. Oui, alors je pense De que l'adresse normalement j'ai Paysan. posé sa question qui était dans le chat, mais Nicolas, allez-y sinon. Non, mais on va en conclure que Ouais, c'est bon. désolé, Oui. en fait, j'ai posé ma question sur le chat, c'était sur le volet 1, la modernisation. Donc j'ai eu ma réponse. Très bien. Très bien, mais merci beaucoup à la DGE et à BPI pour cette intervention et cette présentation. Merci à tous pour votre participation et n'oubliez pas de vous rapprocher de vos contacts en région pour monter vos dossiers. Merci à tous.